Bonsoir et bienvenue donc à cette 7e conférence de la saison de l'Université populaire. Cette conférence, comme le président l'a souligné, et comme vous venez de l'entendre, est organisée en partenariat avec l'association Vie et Liberté. Et puis il y a de très belles photos de Joseph Galix qui sont sur le palier où on partagera le verre de l'amitié tout à l'heure. Cette soirée se déroulera en 5 temps. Une introduction du sujet que je vais vous faire rapidement. Une intervention d'une petite heure avec notre invitée, Janine Mosus-Lavo. L'intervention sera filmée, comme cela a été dit, et vous pourrez la retrouver sur notre site. Alors l'onglet, c'est le Forum des Savoirs, conférence en vidéo. Voilà, et vous avez tout le chemin. Nous passerons ensuite une dizaine de minutes avec Madame Émorine, maire de cette commune du Clunisois, de cette petite commune du Clunisois. Et puis ensuite, pendant 30 minutes, vous aurez la parole, et pour ce faire, vous lèverez la main pour que nous puissions vous donner un micro sans fil de façon à vous exprimer et que chacun ici présent puisse entendre votre intervention. Et enfin, le 5e temps, on est en Mâconnais, autour du verre de l'amitié. Nous pourrons poursuivre les échanges et vous pourrez regarder les livres et acheter les livres de notre libraire, du libraire de Mâcon, Jean-Marc Brunier, le Cadran lunaire, qui a apporté un certain nombre d'ouvrages, à la fois de notre conférencière, Janine Mosus-Lavo, mais aussi d'autres ouvrages qui concernent la thématique de ce soir. Ce soir, nous traiterons de la question femmes-hommes, quelle parité en politique. Janine Mosus-Lavo, vous êtes politologue, sociologue et à l'occasion romancière. Vous êtes directrice de recherche émérite au Centre de recherche politique de Sciences Po à Paris. Vous avez publié de nombreux livres sur le genre, sur les hommes et les femmes, en France et dans le monde, sur les questions de sexualité. Le plus récent portant sur la prostitution, c'est un petit livre très accessible, petit livre, comme un petit livre de poche. Votre bibliographie est importante, je l'ai ici, et vous avez depuis la fin des années 60 rédigé un certain nombre d'ouvrages tout à fait intéressants. Vous avez également, en tant que directrice de thèse, préfacé d'un bon nombre d'ouvrages d'étudiants. J'en ai parcouru un. Celui-ci, l'égalité sous conditions, genre, parité, diversité, j'ai vu qu'il était sur le banc du Cadran lunaire. Vous avez été pendant plusieurs années membre de l'Observatoire de la parité. Vous avez donné des cours à Sciences Po Paris sur genre et politique, genre et société. Vous avez aussi réalisé un film avec Maurice Dugobson, une série de 3 films en fait, documentaires sur le thème Femmes, les 3 révolutions du siècle, qui a été proposé sur France 2 à la fin des années 90. Nous en discutions cet après-midi et ce sera peut-être une idée de projection ici dans cette Maison des Jeunes et de la Culture à Mâcon. L'accès à la politique pour les femmes remonte officiellement en France au droit de vote en 1944. Cet état de fait est lié directement à la place des femmes dans la résistance et à l'évolution aussi des mentalités. C'est le résistant communiste Fernand Grenier qui défend fermement avec obstination les droits politiques des Françaises à l'Assemblée. Le 23 mars 1944, le pays n'est pas encore libéré. L'Assemblée consultative siégeant à Alger adopte le principe du droit de vote des femmes par 51 voix pour et encore 16 voix contre. Un mois après, le 21 avril, le général de Gaulle ratifie une ordonnance qui, à l'article 17, prévoit le vote des femmes et leur éligibilité. Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Les Françaises obtiennent enfin le droit de vote et celui d'être élues. Elles voteront pour la première fois en 1945 et rentreront au Sénat en 1946. On le sait, les femmes ont toujours eu dans notre pays comme ailleurs un rôle prédominant en politique, et ce, depuis l'Antiquité. Je ne vous ferai pas un cours d'histoire. Durant de longs siècles, la place des femmes en politique a été reléguée au niveau diplomatique. Entre cours européennes, l'union des grandes familles royales se faisait pour pacifier ou densifier les territoires. D'autres femmes, plus récemment, sont entrées en politique et ont marqué notre pays à jamais, Louise Michel et Simone Veil entre autres. Ces dernières années, les femmes, durant le printemps arabe, ont joué un rôle important. Et actuellement encore, les femmes kurdes font battre en retraite les troupes de Daesh. Vous comparez souvent ces inégalités entre hommes et femmes de situations de dominés et exploités, même si vous reconnaissez que depuis quelques décennies, la question de l'égalité a été prise en compte. La question de l'égalité femmes-hommes n'est-elle pas une question comparable à celle de la lutte des classes ou de la lutte des races? Vous dites dans la préface du livre que je citais tout à l'heure, « Dans les commissions parlementaires et dans les questions posées au gouvernement, la différence entre femmes et hommes subsiste et cantonne ces premières dans le maternage
et la défense d'intérêts spécifiques. Vous poursuivez en déclarant que la notion de complémentarité, tant récusée par les féministes égalitaires, n'a pas disparu. Les femmes en politique ont-elles autant de marge de manœuvre que les hommes? Sont-elles réellement considérées comme portant des valeurs universelles destinées à toutes les populations, quel que soit leur sexe? On est là sur la question de la représentation totale de l'ensemble des populations, notion fondamentale dans notre démocratie. Comment les femmes ont-elles utilisé le droit de vote et d'éligibilité depuis 1944? Ont-elles plus ou moins que les hommes usé de leurs droits? L'évolution a-t-elle été aussi rapide que l'émancipation de la femme? Les années post-68 ont-elles permis d'accélérer le processus d'accession au mandat politique? Depuis le 6 juin 2000, la loi sur la parité en politique a été promulguée. De nombreux scrutins ont eu lieu durant cette décennie et demie. Quelle évolution a-t-on véritablement vécu? Certes, les femmes sont élues à parité avec les hommes sur les scrutins de liste, européennes, régionales, départementales et locales. On est sûr du presque 50-50. Mais quand on regarde les chiffres, on est plus près du 48-52, du fait de la position sur la liste, car le plus souvent, c'est un homme qui est tête de liste. Plus on monte en responsabilité, plus la disparité se fait criante. Si l'on regarde les présidents de région, de département, les maires, les présidents de communautés de communes, le pourcentage n'est plus la parité. 84% des maires sont des hommes, 95% des présidents de département sont des hommes, 93% des présidents de région sont des hommes, 92% des présidents d'intercom sont des hommes. Au niveau des chambres, 27% des députés sont des femmes, 25% des sénatrices. Vous nous direz votre analyse sur ces chiffres éloquents. On aurait pu penser qu'avec le non-cumul des mandats, bien que pas toujours respecté, la place des femmes en politique aurait été facilitée. Mais force est de constater qu'il n'en est rien. Les partis politiques ne sont pas exemplaires, c'est eux qui valident les candidatures, en partie. Combien de partis en France sont dirigés par des femmes et combien de femmes sont candidates, par exemple, aux primaires? Il est vrai que l'on connaît pour l'instant qu'une seule primaire en France, celle des Républicains, d'autres viendront peut-être. Les femmes candidates à la présidentielle, l'histoire remonte à 1974, avec la première candidature d'Arlette Laguillet. Elle avait besoin de 100 parrainages à l'époque, 500 aujourd'hui, et elle déclare à la télévision: « Eh bien oui, je suis une femme, et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. C'est légal, et pourtant cela choque. Cela paraît étrange, même aux hommes de gauche. » C'était il y a 40 ans. Le discours a-t-il changé ou la situation a-t-elle évolué? Elle fut candidate ensuite en 1981, 88, 1995, 2002 et 2007. D'autres femmes cesseront l'exercice, Huguette Bouchardot et Marie-France Garot en 1981, Dominique Voynet en 1995 et 2007, Christine Boutin en 2002, Marie-Georges Buffet et Ségolène Royal en 2007, cette dernière atteignant pour la première fois le second tour. La place des femmes est-elle si compliquée dans les partis politiques? Et si oui, pourquoi? Aurions-nous dans notre pays une véritable dichotomie en politique entre les hommes et les femmes? Femmes, hommes, quelle parité en politique? C'est la question de ce soir et je vous laisse la parole, Janice Mosius-Lavon. Merci, merci. Alors, donc pour traiter de ce sujet qui est important, hein, puisque nous sommes à un an d'une élection présidentielle, et je pense qu'il peut se passer des tas de choses, on n'est sûr de rien, et la place des femmes et leur vote peut, disons, faire bouger les choses dans un sens, dans un autre, et je pense qu'il faut s'intéresser à tout ça si on veut pouvoir, disons, penser un peu, pas seulement au passé, je reviendrai sur le passé, mais aussi à l'avenir. Alors, je m'amusais en vous écoutant évoquer Arlette Laguillet, parce que pour moi c'est associé à un souvenir, puisque mes filles étaient assez jeunes, petites gamines à l'époque, et je me souviens qu'un jour j'en ai entendu une qui m'a appelé en me disant « Maman, viens vite, regarde à la télévision, il y a une ouvrière ». Alors je suis arrivée, effectivement c'était Arlette Laguillet qui, avec son ouvrière, qui nous est resté en mémoire, qui s'exprimait
Et effectivement, celle de mes filles qui m'appelait n'avait pas encore vu à la télévision quelqu'un qui s'adressait, disons, aux électeurs, au public, en disant ouvrier, ouvrière. Alors, ça reste quelque chose. Bon, moi, j'ai jamais voté pour Ardèche Laguillet, mais ça reste quand même un petit souvenir comme ça, assez sympathique. Alors, ce que je voudrais, c'est vous parler donc d'abord de l'évolution du vote des femmes, parce que ça, c'est très important, et puis aussi de l'évolution de l'éligibilité, avec, disons, les règles de la parité qui maintenant devraient produire de l'égalité, mais, bon, comme vous avez pu l'entendre, on n'en est pas encore tout à fait là. Et puis, voir aussi ce qu'il y a derrière, et en même temps, et qui est plus caché, c'est-à-dire ce qui concerne l'existence encore, même si bon, ça peut être un peu atténué, du sexisme en politique. Alors, je voudrais vous parler tout d'abord du vote, puisque cette année, en fait, on fête le 72e anniversaire des droits de vote et d'éligibilité, puisque, comme on vous l'a dit, ça date du 21 avril 1944. Et ce que je voudrais rappeler, c'est l'évolution de cet exercice du droit de vote chez les femmes et chez les hommes, donc en les comparant, parce qu'ils n'ont pas toujours voté de la même façon. Et c'est intéressant de voir que ça s'est fait, l'évolution, en 3 temps. Il y a d'abord un premier temps, jusque, je dirais, à la fin des années 60, où les femmes, bon, c'est une période que moi j'ai appelée la période d'apprentissage dans les textes que j'ai écrits, puisque les femmes commencent à voter, et elles ne vont pas voter de la même façon que les hommes. C'est-à-dire, d'une part, elles s'abstiennent plus, elles vont moins souvent aux urnes que les hommes, et puis elles votent nettement moins que les hommes pour les partis de gauche, elles votent plus pour les partis de droite. Alors, un exemple, simplement un chiffre. En 1965, c'est une date qui est restée importante parce que c'était la première élection d'un président de la République au suffrage universel. Donc ça a quand même marqué les esprits et mobilisé pas mal de gens. Donc il y avait en lice le général de Gaulle et François Mitterrand. Et on votait pour François Mitterrand. Là, je vous donne les chiffres sur le vote de gauche, mais je peux aussi vous le donner en l'autre sens. Mais on votait pour François Mitterrand 39% seulement des électrices, contre 51% des électeurs. Donc quand même un écart de 12 points, c'est pas négligeable. Alors, après, dans les années 70, on passe à une deuxième phase, que j'ai appelée la phase du décollage, où une autre étape est franchie, en ce sens que les femmes vont se mettre à participer autant que les hommes, elles se rendent, disons, aux urnes autant que les hommes, et l'écart, donc cet écart important sur le vote de gauche, va diminuer et passer au-dessous de la barre des 10%. Les 10 points. Donc ça, c'est tout à fait aussi intéressant. Et puis, troisième phase, que j'ai appelée comme ça la phase de l'autonomie, qui commence, il y a une date là dont on peut se souvenir, 1986, parce que, les femmes continuent à voter autant que les hommes, mais pour la première fois, les femmes votent à gauche autant que les hommes. Et ça ne s'est jamais démenti depuis. Et regardez tous les scrutins, maintenant, les femmes votent à gauche autant que les hommes. Cela étant, alors je peux vous donner, je sais pas, un chiffre, mais par exemple 2012, puisque dernière élection présidentielle, eh bien, ce sont 52%, donc au second tour de la présidentielle, ce sont 52% des électrices et 51% des électeurs qui déposent dans les urnes un bulletin François Hollande. Alors, je parle d'autonomie parce que, alors vous pourriez me dire, finalement, s'ils votent pareil, pourquoi autonomie ? Parce que si on regarde bien notamment les premiers tours, le détail des élections, on voit que le vote des femmes a une spécificité. Alors, il y en a une légère qui est un appui un peu plus marqué aux écologistes. Elles sont un peu plus écolos que les hommes, mais surtout une plus grande réticence à voter pour le Front National. Et ça, je crois que c'est tout à fait important. Et je vous donnerai un exemple. Au soir du 21 avril 2002, donc élection présidentielle dont je pense tout le monde se souvient, donc la France a connu une situation inédite, puisque pour la première fois restait en lice un candidat de droite et un candidat d'extrême droite.
Et si à cette élection, donc ce premier tour de la présidentielle de 2002, si les femmes avaient été seules à voter, eh bien, Jacques Chirac serait arrivé en tête, avec 22% de leur suffrage, suivi par Lionel Jospin avec 16%, et Jean-Marie Le Pen avec 14%. En revanche, si les hommes avaient été seuls admis aux urnes, dans le premier tour de l'élection présidentielle, eh bien, Jean-Marie Le Pen serait arrivé en tête, avant les deux autres candidats. Voilà. Alors voilà à quoi on est échappé. Bon. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut priver les hommes du droit de vote, hein, j'ai jamais dit ça, mais voilà, ça permet quand même d'avoir un petit point de repère. Et si on prend 2012, donc dernière élection présidentielle, ont opté pour Marine Le Pen 15% des femmes et 20% des hommes. Alors, il y avait deux raisons qui pouvaient expliquer donc, dans l'histoire, hein, depuis le vote en faveur de Jean-Marie Le Pen et du Front National, donc depuis le début. On expliquait au fond ce vote, cette réticence des femmes par à la fois le fait que la pratique du Front National était assez violente et que il y en avait beaucoup que ça dissuadait ou à qui ça faisait peur. En tout cas, cette espèce de violence n'était pas quelque chose qui pouvait beaucoup attirer les femmes. Et puis le programme, puisque contrairement à à son évolution d'aujourd'hui, mais le programme de Jean-Marie Le Pen, c'était une mise en cause des droits des femmes extrêmement frontale, puisqu'il voulait revenir sur l'IVG, sur la légalisation de l'IVG, et puis tout le discours montrait que ce qui était quand même le mieux, c'était que les jeunes mères reviennent au foyer et arrêtent de travailler, ce qui a permis d'ailleurs qu'elles cessent de piquer les postes professionnels des hommes et viennent s'occuper de leurs enfants. Donc ça a changé évidemment quand même en partie avec l'arrivée de Marine Le Pen, qui maintenant, elle met en cause ce qu'elle appelle les IVG de confort, c'est-à-dire les IVG à répétition, utilisées comme méthode contraceptive, etc., qu'elle ne veut plus rembourser. Et puis, elle dit, mais moi, vous savez, je suis une femme qui a toujours été active, travaillée, divorcée, qui a élevé ses enfants. Elle ne donne pas la même image, disons, que son papa, disons, que le menhir. Et aujourd'hui, on observe, malheureusement, alors c'est fluctuant, donc je ne vais pas vous dire encore comment ça va se passer en 2017, mais ce qu'on observe sur un certain nombre de populations, notamment dans les milieux populaires, les employés, les ouvriers, etc., c'est un rapprochement de ces attitudes par rapport au Front National des hommes et des femmes. C'est-à-dire que les femmes se mettent à se rapprocher des hommes sur ce choix frontiste et à faire ce choix souvent presque autant qu'eux. Et donc, ça fluctue, mais c'est quand même quelque chose qui est assez, disons, assez menaçant. Alors, comment on peut, je dirais, expliquer ça ? Alors, il y a plusieurs explications. Parce que, d'une part, et c'est très lié au discours de Marine Le Pen, je dirais, contre l'islam, parce qu'elle a un discours de moi je défends les femmes qui sont attaquées par les islamistes qui veulent leur imposer charia, etc., etc. Et donc, comme il y a chez un certain nombre de femmes, effectivement, la peur de ce qui pourrait être imposé, des modes de vie, des normes, etc., par les islamistes, ça marche d'une certaine façon. Et bon, je vous donnerai un exemple, parce que c'est vraiment un exemple de vécu. J'ai une de mes filles qui habite en banlieue, en Seine-Saint-Denis, donc qui connaît bien ces endroits qui sont effectivement très, très sensibles. Et elle m'a dit un jour, écoute, les premières femmes que j'ai vues voter Marine Le Pen, eh bien, figure-toi, c'était des jeunes beurettes. Parce que c'était pour elles une façon de se protéger de ce que la religion de leur famille, notamment de leurs frères, de leur père, etc., veut leur imposer. Donc, voilà. Alors, a fortiori, sur d'autres femmes, et parce que déjà, c'était un geste fort de la part de ces filles d'aller comme ça. Et puis, il y a surtout un élément structurel plus général, important,
c'est que bon, moi j'ai beaucoup suivi les discours en 2012, puis depuis, des différents, je dirais, leaders politiques à la télévision et à la radio, et on s'aperçoit que finalement, comment les leaders politiques s'adressent-ils au milieu de la précarité? Parce que c'est quand même ça qui est aujourd'hui un gros problème. Qu'est-ce qu'on fait pour les milieux de la précarité? Et on s'aperçoit, en tout cas, bon, ces milieux, les gens qui sont dans la précarité, bon, ils sont évidemment hostiles au pouvoir en place, au gouvernement, puisque c'est de là que viennent ou tous leurs malheurs, ou les malheurs pas résolus, ou les aides pas obtenues, enfin, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme choix? À droite, de quoi on leur parle? On leur parle, disons, finances. Taux de croissance, déficit, dette, etc. Qu'est-ce que ça peut dire, je dirais, à des gens qui, je dirais même pas, ne savent pas comment ils vont finir le mois, mais parfois ne savent même pas comment ils vont le commencer. Hein. Donc, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on dit de l'autre côté, à l'extrême gauche? Bon, vous avez Mélenchon, qui a un grand talent de tribun, etc., et qui leur raconte les grands ancêtres, Jaurès, Victor Hugo, Jules Ferry, Léon Blum, etc. Qu'est-ce que ça dit aux gens qui sont dans cette précarité? Je vais un peu voir le truc. Or, il se trouve que dans les milieux de la précarité, les femmes sont majoritaires et que c'est un poids important dans cette population. Elles sont majoritaires. Il y a, bon, alors, je ne fais pas un dessin, vous connaissez ça aussi bien que moi, toutes les familles monoparentales, tous leurs emplois précaires, partiels, temps partiel, mal payés, etc., etc. Et donc ces femmes qui votent, le discours qui finalement est le seul audible, mais c'est aussi audible par les hommes, mais en tout cas par ces femmes, c'est le discours de Marine Le Pen, qui est la seule qui sait se faire comprendre quand elle raconte des choses et qui montre que, oui, elle sait, elle connaît la réalité, etc., et qui parle juste à ces milieux-là. C'est malheureux. Il faudrait que tous les politiques réfléchissent un peu à ça. Bon, ils ne le font pas pour le moment, mais enfin bon, il faudrait qu'ils le fassent. Mais en tout cas, ça explique aussi beaucoup pourquoi il y a cette montée, disons, des choix lepénistes. Et bon, qu'est-ce que ça donne en 2017, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce danger qui est réel. Donc, voilà ce que je voulais dire dans ce zoom sur le vote Le Pen, qui quand même est très, très, très important dans un an, puisque ce que nous prévoient aujourd'hui tous les sondages, toutes les enquêtes, etc., c'est Marine Le Pen au second tour. Donc, voilà. Donc, mieux savoir sur quoi elle joue et qui sont ses soutiens dans toute cette histoire. Alors, ce que je voudrais dire pour conclure sur ce vote, c'est que, pourquoi il y a eu cette évolution vers l'autonomie depuis l'apprentissage, c'est-à-dire que cette autonomie, elle est liée à l'indépendance qui a été conquise par l'ensemble de la population féminine, donc des femmes dans leur vie personnelle et dans leur situation économique et culturelle, puisque, bon, elles ont pu sortir de l'espace domestique où elles étaient quand même un peu assignées pour s'investir, je dirais, à tous les niveaux maintenant de la vie sociale, intellectuelle, civique et politique. Depuis les années 1970, elles sont plus nombreuses que les garçons à l'université. Elles travaillent pratiquement à parité, puisqu'elles composent 48% de la population active. Et en plus, elles sont des salariés, c'est-à-dire qu'elles ont, je dirais, une autonomie financière, même si pour un certain nombre d'entre elles, c'est pas suffisant, c'est pas assez tout ce qu'on veut. Et c'est important. Mais surtout, ce qu'on sait aussi, parce que moi j'avais fait une grosse enquête là-dessus, c'est qu'on sait que l'exercice d'une profession, chez les femmes, ça développe l'intérêt pour la politique et l'engagement à gauche. Et puis, donc ça entre dans cette évolution. Et puis, on sait aussi que parmi elles, il y a de moins en moins de catholiques pratiquantes, alors qu'il y a 40 ans ou 50 ans, il y en avait beaucoup plus de catholiques pratiquants chez les femmes que chez les hommes, alors que la pratique, je dirais, a baissé un petit peu chez tout le monde. Et
donc elles sont moins soumises, de toute façon, maintenant aux interdits de l'Église, qu'il s'agisse de contraception ou d'avortement, par exemple. Et tous ces facteurs, finalement, font que les femmes, de ce point de vue-là, sont vraiment devenues des citoyennes à part entière et votent et seront, disons, en tout cas l'année prochaine, ils ont une population actrice très importante des changements qui peuvent se produire. Alors, je voudrais qu'on passe maintenant à l'éligibilité, donc qui sera évidemment liée de plus en plus à la parité. Et pour dire, je vais simplement vous donner 2 chiffres, c'est-à-dire que entre 1945 et 1993, le nombre de députés, donc premier, disons 45, c'était les députés à l'Assemblée constituante, il y avait 5,5% de femmes. En 1993, donc assez longtemps après, il y en avait 6,1. On est passé de 5,5 à 6,1. Et je vous donne ces chiffres parce que c'est pour vous montrer ce qui se passe quand on laisse les choses évoluer naturellement. Alors ça, je reprends évoluer naturellement parce que moi j'ai été une militante de la parité, donc la parité n'existait pas encore, au début des années 90, puis après. Et chaque fois qu'on disait oui, il faut une loi, etc., et les hommes politiques nous disaient ah oui, mais ça serait tellement mieux si on laissait évoluer, il faut laisser les choses évoluer naturellement. Alors voilà, c'est pour montrer ce que ça donne. L'évolution naturelle, c'est de 6 à 6, quoi, voilà. C'est zéro augmentation. Et donc, c'est pour ça que il y a eu des tentatives dans les années 80 pour instaurer des quotas, mais les quotas, ça n'a pas marché, parce que les quotas, qu'est-ce que ça veut dire? 25%, 30% maximum, c'est finalement un plafond, et surtout, les femmes disaient, mais les quotas, c'est pour le beurre, c'est pour le lait, on n'est pas ni du beurre, ni du lait, enfin bon, ça marchait pas du tout. En revanche, puis il y a eu des listes de femmes aussi à un moment, etc. Mais en revanche, la parité, ça a pris vraiment comme de l'étoupe, parce qu'en 92, l'idée a été lancée en France un peu après ce qui se passait dans les instances européennes, a été lancée par un livre signé par Françoise Gaspard, Claude Servan-Schreiber et Anne Le Gall, qui s'appelait Au pouvoir citoyenne, liberté, égalité, parité, qui était paru au Seuil. Et elle demandait que la parité soit inscrite concrètement dans la loi. Et c'est beaucoup agité pour qu'il y ait un manifeste pour une démocratie paritaire qui est paru dans Le Monde, où on était autant d'hommes que de femmes à avoir signé, 577 parce que c'était le nombre de députés. Et puis, il y a eu encore le manifeste des 10 pour la parité, qui était paru dans l'Express avec la photo en couverture, de 10 femmes de gauche et de droite, responsables politiques, etc., qui donc demandaient, donc anciennes ministres. Il y avait à la fois Simone Veil, Yvette Roudy, Édith Cresson, enfin bon, femmes de droite et de gauche, qui demandaient donc l'instauration de la parité. Et d'ailleurs en 1994, donc 2 ans juste après le début de cette campagne, il y a eu des élections européennes et un certain nombre de listes de gauche et écolo étaient paritaires ou quasiment paritaires. Et donc, à l'occasion, en 1995, à l'occasion de l'élection présidentielle, la place des femmes dans les instances politiques est devenue un thème de campagne. Et Jacques Chirac, une fois qu'il a été élu, a tenu un de ses engagements, il n'a pas tenu tous ses engagements, mais un, c'est-à-dire qu'il a créé cet observatoire de la parité qui était dirigé par Roselyne Bachelot et très largement aussi par Gisèle Halimi. Et puis, en 1997, Jacques Chirac annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et les élections législatives anticipées, puisqu'il voudrait une plus grande majorité. Bon, ça ne se passe pas comme ça, c'est la gauche qui l'emporte. Et là, Lionel Jospin devient Premier ministre et il va, dans son discours de politique générale, s'engager à instaurer la parité. Et donc la loi, il y aura d'abord une modification de la Constitution votée en congrès à Versailles en 1999, et puis la loi donc, qui était rappelée tout à l'heure de 2000, qui prévoyait donc la parité pour
les assemblées locales, régionales, la délégation française au Parlement européen, etc. Et c'était une nouveauté et qu'on a eu du mal à faire, à faire accepter, hein, parce que les arguments des antiparitaires, je peux vous en rappeler quelques-uns parce que on va les avoir beaucoup subis. Il y avait si on fait la parité, ça va développer le communautarisme, parce que si on considère qu'il faut que les femmes soient représentées, 50%, puisqu'elles sont 50%, alors il faudrait faire la même chose pour les noirs, pour les beurs, on a entendu des choses incroyables. Alors il y a des gens des députés, alors évidemment c'était totale mauvaise foi, qui vous disaient, et puis il faudra faire la même chose pour les handicapés, il faudra faire la même chose pour les gens aux yeux bleus. Voilà, la liste n'en finissait pas pour essayer de tourner un peu en ridicule ce truc-là. Et puis il y avait la crainte du différentialisme, qui était cette antiparité était très portée par notamment Elisabeth Badinter, c'est-à-dire si on élit des femmes parce que ce sont des femmes, ça veut dire qu'elles sont différentes. Donc quand on dit que les femmes sont différentes, ça veut dire qu'elles sont inférieures. Donc c'est les essentialiser, reconnaître l'infériorité des femmes, ou en tout cas légitimer une infériorité des femmes, etc. etc. Alors que justement nous, ce qu'on demandait, c'était pas de les remettre dans un rôle différentialiste traditionnel, ange du foyer, éternel féminin, etc., mais de les envoyer dehors faire de la politique. Alors, donc le reproche, c'était quand même pas d'une très bonne foi, mais il a beaucoup marché. Puis on a entendu des choses aberrantes du genre « Ah, mais c'est une atteinte à la liberté de l'électeur, parce qu'on va lui imposer des femmes. Il va être obligé de voter pour des femmes. » Comme si l'électeur avait une quelconque liberté par rapport au choix des candidats. Ce sont les partis qui choisissent les candidats, et les électeurs, pauvres nous, on a seulement à se prononcer entre machin, truc, muche et chose, si y en a un qui, dans la tête, nous dit quelque chose, ou dans la famille politique est garante de une fidélité, une famille politique, si souvent choisie comme ça. Donc, c'était là aussi une méconnaissance du fonctionnement d'une élection et de ce qu'était la politique, qui était assez navrante. Mais enfin, on a eu tous les arguments possibles et imaginables, donc je vous fais grâce d'un peu de tout. Et puis, surtout une assez grande mauvaise foi, parce que moi, je me souviens dans le film dont vous parliez tout à l'heure, que j'ai fait avec Maurice Jacobson, dans le triptyque, un des 3 films, celui qui s'appelait Femmes et politique, j'avais interviewé la députée socialiste Denise Cacheux, alors elle qui a vécu ça sur le terrain dans le Nord, bien sûr, et qui disait, mais de toute façon, tout le monde aujourd'hui est pour la parité. Aucun homme politique qui vous dira, je suis contre la parité, mais de grâce, monsieur le bourreau, pas dans ma circonscription, dans celle du voisin. Donc voilà, on s'arrangeait un peu comme ça avec les principes. Et puis, il y avait tout ce qui pouvait être trimballé par ce genre de choses, et qui allait à l'encontre de visions concernant les femmes par rapport à la politique. Est-ce que vraiment, disons, à la limite, tout ça est bien convenable, quoi. Et là, je vous donnerai un exemple, parce que je l'ai vécu dans ma famille, parce qu'une de mes cousines, qui est de droite, je l'avais vue juste avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2007, donc où Ségolène Royal était la candidate de la gauche. Et alors, je lui dis, comment tu vas voter? Parce que de toute façon, je savais qu'elle voterait Sarkozy, que c'était... c'est une question comme ça, pour avoir l'air de m'intéresser. Et puis elle me dit, écoute, je ne sais pas encore, parce que je suis en train de me poser la question de savoir quel serait le meilleur vote que je puisse faire pour éviter que Ségolène Royal soit présente au second tour. Je dis, mais ça peut te faire, puisque de toute façon, tu vas voter Sarkozy. Donc, elle m'a dit non. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas que Ségolène Royal soit au second tour? Et elle m'a dit, textuellement, parce que ça me choque autant de voir une femme présidente de la République que de voir un PD à la tête de la mairie de Paris. Voilà, donc il y a un PAC. Le PAC, complet comme ça.
Et c'est pas une analphabète, hein, elle était documentaliste dans son lycée. Pas du tout. Donc, oula, ça. Je me suis dit, il y a encore du boulot, hein, il y a encore du boulot sur la planète. Hein, voilà. Donc tout ça fait que on n'arrive pas encore, et ça c'était donc rappelé, à la parité. Mais pourquoi ? Parce que si on y arrive, pratiquement pas tout à fait, mais parce qu'on a plutôt à 48, 52, comme vous le disiez, dans les assemblées communales, régionales, etc., évidemment pas à l'Assemblée nationale et pas au Sénat. Pourquoi ? Parce que pour les premières élections, celles dont je vous parlais, là c'est une contrainte, c'est-à-dire que les listes qui ne sont pas paritaires, avec en plus la parité alternée, hein, un homme, une femme, un homme, une femme, elles ne sont pas enregistrées. Si vous présentez à la préfecture avec une liste pas paritaire, non, on n'en veut pas. Alors que pour les législatives, il n'y a pas de contrainte. Il y a la dissuasion financière. C'est-à-dire que plus vous êtes loin de la parité sur l'ensemble des candidats que vous présentez dans les 577 circonscriptions, moins vous recevez d'argent public. Mais les grands partis qui finalement n'ont pas tellement besoin, enfin en tout cas ont d'autres ressources et beaucoup plus, ça ne les perturbe pas outre mesure. Et notamment à droite, l'UMP est resté très réactif par rapport à la parité pendant longtemps. Le PS y est venu beaucoup plus vite, d'abord parce que ça venait de chez eux, de la famille politique, etc. Et puis c'était plus, je dirais, dans l'ordre idéologique socialiste, puisque si on essaie de prendre un peu les fondamentaux du socialisme, c'est quoi ? C'est, enfin, en tout cas, l'étoile polaire de la gauche, c'est l'égalité. Donc l'égalité, disons, il y a eu l'égalité des classes, l'égalité des races et l'égalité des sexes. Et donc ça faisait partie, je dirais, de l'idéologie commune. Donc ça s'est fait assez facilement et assez vite. Mais à droite, ça a été très, disons, vraiment entraînant beaucoup les pieds, quoi. Donc c'est pas encore de ce point de vue-là gagné. Et je vous en donnerai des exemples tout à l'heure en parlant du sexisme, parce que là, vous verrez à l'œuvre de l'intérieur les justifications que donnent les uns et les autres sur leur réticence. Alors, bon, c'est peut-être pas la peine que je vous donne plein de chiffres sur les différentes instances, hein, parce que bon, vous les connaissez, c'est vraiment pas la peine que je vous les ressorte. Mais ce que je voudrais, donc, c'est passer sur cette histoire un peu plus de temps sur cette histoire de sexisme. Alors, ne croyez pas que je copie le livre de quelqu'un d'autre, c'est un livre que j'ai écrit, mais comme les chiffres et les citations, je ne les sais jamais par cœur, je m'en sers quand même pour regarder et pas vous raconter n'importe quoi. Alors, ce que j'ai fait, là, c'est un travail sur, justement, le sexisme en politique, c'était, j'ai distingué trois périodes, parce que ça a évolué, ça aussi, hein. Et il y a ce que j'appelle un sexisme passéiste, c'est-à-dire qui reposait beaucoup sur des sottises essentialistes. Essentialistes, c'est-à-dire considérant que la femme, c'était un être à part et que son entrée en politique, c'était pas évident. Bah oui, c'était pas convenable, c'était pas souhaitable. Et entre les deux guerres, vous savez, il y a plusieurs fois l'Assemblée nationale, enfin qui s'appelait la Chambre des députés à l'époque, a voté le droit de vote et d'éligibilité pour les femmes. Et chaque fois, le Sénat bloquait. Donc c'est pour ça que ça ne s'est fait que à la fin de la guerre et à la libération. Et moi j'ai étudié les débats parlementaires, hein, ce que disaient donc les députés, les sénateurs qui étaient hostiles à ce nouveau droit. Et je vous cite ce qu'ils disaient. Alors, par exemple, si les femmes votent, elles peuvent être éligibles. Le foyer sera un enfer. Les enfants seront négligés. Les femmes souffrent de s'imposer ces airs d'autorité et de commandement qui leur vont mal. La femme est une idole précieuse et charmante dont le rôle est de séduire, non de se battre. Donc voilà, c'est bon, hein. Et donc ça, voilà. Et il y a aussi les images, disons, qui peuvent être des images de grande misogynie.
Et je rappellerai, parce que quand même, il ne nous avait pas, enfin en tout cas moi dans ce que je savais avec lui, habitué à ça, mais Léon Blum lui-même avait publié en 1937 un livre sur le mariage qu'il avait écrit bien avant, c'est-à-dire en 1907, tout jeune, et enfin en tout cas plus jeune, et dans lequel il racontait qu'après une aventure douloureuse, une aventure amoureuse douloureuse, il était passé par une crise d'amère misogynie. Et il avait écrit, je vous cite, « Qu'accuser alors, sinon le vice naturel des femmes, qui mentent sans raison, trompent sans plaisir, par la vilainie originelle de leur nature. » Voilà, là aussi elles sont habillées pour l'hiver. Et il était, alors bon, il peut dire qu'il avait trouvé un allié à la personne d'un dramaturge. Bon, les écrits me font toujours marrer parce que, évidemment, quand c'est excessif, ça devient plus drôle. Il s'appelait André Mirabeau, qui était écrivain, dramaturge, mort en 1974, et qui écrivait que un homme qui ne ment qu'aux femmes n'est pas un vrai menteur, il est en état de légitime défense. C'est joli comme ça. Ah bah oui. Non mais c'est, quand vous regardez les choses d'un peu plus près, vous trouvez toujours des trucs absolument. Voilà. Et alors bon, le régime de Vichy va offrir la quintessence de cette conception, puisque le régime de Vichy va exalter tous les sacrifices auxquels les épouses et les mères doivent consentir, et il va y avoir une politique de retour des femmes à la maison, parce que c'est là quand même qu'est leur place. Alors il y a, bon, je ne vous cite pas tout, mais enfin il y a l'acte du 11 octobre 1940 qui, relatif au travail féminin, qui interdit l'embauche des femmes mariées dans la fonction publique et parapublique, et qui engage les jeunes femmes célibataires de moins de 28 ans à chercher un mari dans un délai de 2 ans, ça leur assure un pécule, etc., etc. Et ça, pourtant, autorise le travail temporaire, mais le travail temporaire, c'est soumis à une condition, c'est-à-dire que ce travail devait être exercé près du domicile pour que la femme puisse assurer les tâches domestiques et éducatives qui lui incombent naturellement. Voilà. Donc, vous voyez, tout est fait. Et puis, bon, alors je vais sauter après la Libération. En 1956, bon, vous êtes nombreux, je pense, ici à savoir, puisqu'on a fêté il y a un mois les 60 ans du planning familial. En 1956, c'est créé la maternité heureuse, qui va devenir en 1960 le planning familial. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les adversaires, bien sûr, ça va être aussi bien la droite, l'Église catholique, les médecins, etc., mais aussi le Parti communiste, qui est contre la contraception, pour l'avortement quand les femmes ont eu 3 enfants, puis c'est une pratique des milieux populaires, donc il peut difficilement aller comme ça, mais ils sont contre ce qu'ils appellent le birth control, parce qu'un terme américain, ça fait plus facile pour demander qu'on s'y oppose, parce que ça détournerait les ouvriers de la lutte des classes. Et Jeannette Torres-Vermersch, donc la compagne de Maurice Thorez, va écrire dans France Nouvelle en 1956, je vous lis, « Pour justifier le birth control, certains de nos amis parlent des injustices qui frappent les femmes prolétaires, puisque les femmes bourgeoises possèdent les moyens de ne pas faire d'enfants. Mais depuis quand les femmes prolétaires luttent pour les mêmes droits que les dames de la bourgeoisie? Jamais. Les femmes travailleuses n'ambitionnent nullement d'accéder au mode de vie des bourgeoises, souvent poupées luxueuses et inutiles considérées comme telles par leur monde. Depuis quand les femmes travailleuses réclameraient le droit d'accéder aux vices de la bourgeoisie? Jamais. » Donc, voyez un peu quand même le tableau. Et puis, il y a aussi comme adversaire de la contraception, au début, le général de Gaulle, qui dit la femme ne se doit pas seulement à elle-même, elle se doit à son foyer, à son pays, elle a reçu le pouvoir de donner la vie, elle doit rendre ce qu'elle a reçu, etc. Et c'est vrai qu'il dit au début que quand on vient lui parler d'une libéralisation, enfin d'une légalisation de la contraception, il dit la contraception, c'est comme l'automobile, c'est pour l'amusement. Bon, il a changé, et en 1967, Lucien de Viers vient le voir, enfin en 1966, et donc Lucien de Viers va le convaincre en lui disant, mon général, vous avez donné le droit de vote aux femmes, il faut leur donner le droit de choisir quand elles veulent avoir des enfants et tout, donc il va le faire, mais les débats de l'année 67 pour
donc la légalisation de la contraception dite moderne, va nous donner un florilège de bêtises qui voilà, montrent l'image de la femme, la femme encore à l'époque, de la femme qu'on a, et notamment cette femme qui, vous vous rendez compte, qui risquerait de prendre la pilule à l'insu de son mari, ça c'est terrible, et qui, je cite, toujours prête, deviendrait un objet de volupté stérile, réduisant alors les hommes à perdre, je cite, la fière conscience de leur virilité féconde. Voilà, c'est un gaulliste qui dit ça à l'Assemblée nationale. Voilà. Et puis, je vais vous citer aussi la déclaration de Louis célèbre, moi je la cite tout le temps, au Sénat d'un républicain indépendant qui, alors tout ça, vous trouvez tout ça au journal officiel, hein, c'est pas comme ça, pas comme ça. Alors je vous cite à propos justement de la pilule à laquelle il est opposé et qui dit: le germène féminin a ses caractéristiques propres et c'est à ces caractéristiques propres que s'attaquent avec brutalité les produits hormonaux synthétiques de la pilule. C'est l'inhibition complète du cycle féminin, c'est une dénaturation de la femme, la nature se vengera. En effet, pas de cycle, pas de femme, pas de libido. Fini ces fantaisies, fini ces chatteries qui font le charme féminin, mais par contre, des seins douloureux à ne pas toucher, agrémentés parfois de troubles psychiques, et la première vengeance de la nature est que le partenaire s'éloigne. Pour moi, sans l'approuver, je le comprends. Je pense que M. Convenable ne va pas dire qu'il l'approuve, mais enfin bon. Donc tout ça, voilà. Donc, disons que vous avez tous ce discours sur ces femmes qui ne se soumettent pas à la nature et qui seront punies parce que finalement, disons qu'elles méritent, enfin, disent les censeurs de droite, hein, c'est pas tout le monde, mais c'est vraiment la partie de la droite qui s'oppose à ça et qui les menace des pires choses parce qu'elles vont quitter leur rôle naturel qui est, disons, d'enfanter chaque fois que ça peut marcher. Et puis, je vous citerai aussi le même sénateur qui vient de dire ça, hein, qui finit les chatteries, finit, etc., et le partenaire. Voilà, il dit que sur le travail des femmes, il dit que le travail des femmes, ça a quand même un gros inconvénient, et il fait cette recommandation, je le cite: au lieu d'envoyer les femmes au travail, mieux vaut les envoyer au lit. Parce que comme ça, elles font les enfants, parce que le problème, c'est quand même la démographie. Et c'est une phrase qui fera plus tard le bonheur des internautes féministes, parce qu'elles proposeront en réponse, mieux vaut les envoyer au lit, oui avec un amant, oui avec la femme du voisin. Donc voilà, tout est comme ça. Alors, après, il y aura la loi Veil, avec les débats où on a entendu encore beaucoup de bêtises, et notamment le corps d'une femme enceinte n'est pas à elle, n'est plus à elle, porteuse d'une autre vie, elle ne peut en disposer, etc. etc. Enfin bon. Mais je dirais que c'est du sexisme passéiste, entretenu en politique. On connaît, disons, les phrases de Jacques Chirac, hein, qui définissait la femme idéale. C'est la femme corésienne, celle de l'ancien temps, dure à la peine, qui sert les hommes à table, ne s'assied jamais avec eux et ne parle pas. Bon. Et puis, c'est très David Douillet aussi. Bon, David Douillet, c'est toujours en exercice, lui, il est toujours plastronnant devant les télévisions, et qui a écrit, alors il n'était pas gêné parce qu'il a écrit quand même en 98, alors qu'il était quand même assez jeune et pas encore élu. Il a écrit son autobiographie qui était parue donc en 98. Il s'appelait L'âme du conquérant. Et il écrivait donc pour lui, une femme qui se bat au judo, c'est pas quelque chose de naturel, de valorisant, et il vaut mieux que la femme soit au foyer. Et au cas où on n'aurait pas compris, il précise, donc je cite: on dit que je suis misogyne, mais tous les hommes le sont, sauf les tapettes. Voilà. Donc voilà, ça vous donne une idée. Et alors par rapport à ça, je dirais que le truc dont on a beaucoup rigolé, la phrase de Georges Marchais en 77, quand il avait entendu à la télévision une intervention de Mitterrand remettant en cause le programme commun de la gauche, il avait eu un cri du cœur en disant Liliane fait les valises, on rentre à Paris, ce qui a fait beaucoup moquer, qui reste dans les mémoires parce que c'est drôle. Mais disons que c'était peu de choses, je dirais, comparé à d'autres considérations
énoncés par des politiques. Bon, puis on sait aussi, je dirais à la suite d'un humoriste américain, que nombre de maris quitteraient leurs épouses s'ils savaient comment faire une valise. Alors, je vais passer à une deuxième phase qui est le sexisme insultant. Parce que dans les années 90, il y a peu de femmes, donc comme je vous l'ai dit, puisque vous avez le chiffre de 93 tout à l'heure, qui sont présentes dans les hémicycles. Et puis, à partir de 92, il y a cette lutte pour la parité. Et ça va, délier un certain nombre de langues, d'hommes notamment, qui ne sont pas très contents, ainsi de suite. Et on va avoir des manifestations de sexisme assez étonnantes. Notamment, en 91, Édith Cresson est donc nommée, c'est la première femme Premier ministre. Et elle fait donc son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Et un député a demandé à son voisin, suffisamment fort pour que l'intéressé entende, je cite, « Elle est bien roulée, est-ce que tu crois qu'elle a une culotte ?» Voilà. Et puis, ce n'était pas un truc nouveau, parce qu'il y avait eu avant, quand elle était ministre de l'Agriculture, oui, il y avait eu une manifestation d'agricultrices, et qui avait une pancarte, moi, que j'ai en photo, hein, et sur laquelle on pouvait lire « Édith, nous t'espérons meilleur au lit que ministre ». Et c'est vrai que bon, dans le film Femmes et politique dont on parlait tout à l'heure, j'ai des témoignages, alors là, plus savoir qu'en faire, de femmes, notamment des quelques femmes députées ou ministres, qui racontent qu'à l'Assemblée nationale, chaque fois que des femmes ministres, donc dans le gouvernement Jospin, puisqu'il y en a eu un certain nombre, en 97 qui ont été nommés, venaient à l'Assemblée, on entendait crier dans les travées « à poil, à poil ». Voilà, c'était sympathique. Et puis, il y a eu surtout, alors il y a des histoires dans ce film d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir, mais enfin, il y a une chose assez rigolote, parce que Denise Cacheux, donc j'avais longuement interviewé pour le film, racontait que dans une assemblée politique, donc elle c'était le Parti socialiste, quand une femme protestait contre les discriminations qu'elle estimait subir, c'est parce qu'on ne lui donnait pas assez de parole, ou quand elle parlait, les mecs sortaient dans le couloir, enfin ainsi de suite. Et elle disait, chaque fois qu'on proteste, on se fait traiter de mal baisé. Bon, ça c'est un classique. Et une fois, un militant lui avait envoyé bien fort ce qualificatif, là, dans une assemblée de leur parti. Et comme Denise Cacheux, elle l'a réparti, elle avait répondu publiquement très fort, « La faute à qui, camarade ?» Alors, évidemment, ça avait fait rire tout le monde, et le malpoli avait dû fermer son clapet. Et sinon, dans ce film aussi, il y avait une chose très drôle, parce que on était passé donc, à ces élections à l'Assemblée nationale en 97, on était passé donc de 6%, je disais tout à l'heure, à 10,9%. Disons 11%, 6 à 11. Hein, c'est pas un bond extraordinaire, mais enfin quand même. Et le député Jacques Baumel, donc, que j'ai interviewé aussi pour ce film, disait que les députés avaient été effrayés de voir arriver toutes ces femmes. Ce qui était, voilà. Et pour les excuser, et s'excuser lui aussi, parce que il avait ajouté, vous savez, les hommes ont toujours un peu quelque chose de masculin. Donc c'était assez drôle. Enfin, il y a énormément d'exemples à vous donner. Bon, je ne vais pas tout vous donner. Enfin, il y a eu les Nique ta mère adressés à Christiane Taubira. Il y a eu toutes sortes à Caen, un quota de lesbiennes. Avec elle, c'est le concert des Vagins, et ainsi de suite. Vraiment, il y en a eu énormément. Et pendant ces législatives d'ailleurs de 97, Elisabeth Guigou avait vu taguer à plein d'endroits dans sa circonscription Guigou putain, etc. Hein. Donc, bon, il y a eu un tas de témoignages comme ça. Alors, je vais passer donc la troisième phase, hein, c'est le sexisme, je dirais soft, quoique, parce que bon, c'est pas si simple que ça. Mais disons que le passage
au XXIe siècle ne fait pas pour autant disparaître les sottises par sexisme. Hein. Et dès 2001, on voit, parce que bon, moi j'ai vraiment recensé beaucoup de choses dans les débats et recueilli pas mal de témoignages, toute une série de choses qui font quand même partie aussi du sexisme. Alors il y a eu, à l'automne 2000, est revenu au Parlement le débat sur la contraception et l'IVG, puisque Martine Aubry a poussé une loi, donc elle est devenue en 2001 d'ailleurs la nouvelle loi, enfin la loi Aubry, pour faire bouger un certain nombre de choses, et notamment faire passer le délai légal de l'IVG de 10 à 12 semaines. Et c'est vrai que là, on a entendu à nouveau dans l'hémicycle évoquer alors l'irresponsabilité des femmes. Parce que si on allonge le délai, eh bien, les Françaises vont s'engouffrer dans la brèche, donc ça a été proposé à ce moment-là, il faut quand même s'en souvenir, c'est des commissions comprenant médecins et autres experts ou psychiatres pour examiner si on pouvait accorder aux femmes de passer de 10 à 12 semaines, celles qui étaient candidates. Et le fait qu'elles puissent décider elles-mêmes, c'est vraiment apparu dans ces débats comme étant encore insupportable à quelques personnes, enfin surtout d'ailleurs à des hommes, mais aussi à quelques femmes d'ailleurs. Hein. Et puis est arrivée l'élection présidentielle donc, de 2007, alors dès qu'en 2006, Ségolène Royal a fait connaître sa candidature, alors le Qui va garder les enfants de Laurent Fabius, la présidentielle n'est pas un concours de beauté, Jean-Luc Mélenchon, attendez qu'elle ait ouvert la bouche, Arnaud Montebourg, ce sera comme pour la mère Merkel, pan dans le popotin, Michel Charasse, la présidentielle n'est pas une affaire de mensuration, Martine Aubry, elle ferait mieux de réviser ses fiches cuisine, Dominique Strauss-Kahn. Donc on voit que, voilà, on s'en prend au physique, etc., et à la vocation supposée de Ségolène Royal d'être une cuisinière et une mère, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on a entendu encore beaucoup de choses. Alors, je vous citerai par exemple Gérard Longuet, qui est devenu par la suite ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy. Je suis féministe, moi. J'ai une mère, j'ai une femme, j'ai 4 filles, et quand je prends un chien, c'est une chienne. Non, c'est tout à fait sympathique. Et puis, vous vous souvenez qu'en 1999, il y a une association qui avait été créée, qui s'appelait les Chiennes de Garde, et qui avait été créée après que des injures aient été adressées à Dominique Voynet, qui était ministre de l'écologie et qui avait visité le salon de l'agriculture, et elle n'était pas appréciée des agriculteurs, et un agriculteur lui avait notamment lancé « Tire ton slip, salope !» Et c'est à la suite de ça que les Chiennes de Garde se sont créées pour justement recenser les insultes adressées aux femmes politiques et pouvoir lutter contre ça. Alors, dans le genre soft, mais bon, c'est quand même, on dirait pas, toujours la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il dirait la même chose d'un homme? Là, je ne suis pas sûr. En tout cas, je vous soumets ça. En 2010, Éric Besson, qui était ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, était à un congrès annuel de l'Institut de l'audiovisuel et des télécoms tenu à Montpellier. Et il devait être accompagné par Nathalie Kosciusko-Morizet. Et il déclare, parce qu'elle n'était pas là, vous vous attendiez à voir en chair et en os Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais connaissant Nathalie, ça n'aurait pas été trop en chair. Est-ce qu'on imagine un ministre parlant ainsi d'un autre ministre homme? C'est pas évident. Hein. Et puis, oui, il y avait aussi un prix, parce que les Chiennes de Garde décernent un prix tous les ans, le prix du macho. Et elle avait décerné en 2010 au président du club de football de Montpellier, qui avait dit on peut se parler, se dire les choses, on est des hommes, pas des gonzesses. Bon, alors aussi, il y a eu un prix qui avait été distingué au cardinal de Paris, André 23, qui avait déclaré sur Radio Notre-Dame en 2008
Le plus difficile, c'est d'avoir des femmes qui soient formées. Le tout n'est pas d'avoir une jupe, c'est d'avoir quelque chose dans la tête. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a comme chose jolie? Je cherche. Ah oui, un truc très raffiné, oui, c'est ça. C'est Jean Lassalle, député MoDem, à qui un journaliste demandait, ça c'était au Salon de l'Agriculture, quel était son cochon préféré, et qui avait répondu: mon cochon préféré, c'est une petite cochonne, c'est mon épouse. Ah, c'est raffiné. On trouve des choses tout à fait raffinées. Donc je vous en donne encore un ou deux pour la route, parce que je pense que je vais avoir bientôt épuisé mon temps de parole, hein, je suppose. Donc, alors... Ah oui, au moment... Ah oui, parce qu'il y a eu un épisode supplémentaire, c'est-à-dire qui a été un peu déclenché par l'affaire Strauss-Kahn. Parce qu'à ce moment-là, bon, on a raconté des tas de choses, etc. On ne connaissait pas encore ni les vraies versions ni rien, mais enfin, bon, ça a quand même choqué beaucoup de monde. Et puis, ses amis, évidemment, sont montés au créneau tout de suite pour disons, insister sur la présomption d'innocence. Et alors, vous vous souvenez, il y avait Jacques Lang qui avait dit « il n'y a pas mort d'homme ». Et puis, surtout, il y avait eu Jean-François Kahn, qui n'avait vu dans cette histoire, je le cite, qu'un troussage de domestiques. C'est assez joli. Et il y a eu, à partir de ça, un certain nombre de femmes qui, du coup, notamment de députés, de jeunes députés, etc., qui se sont mises à s'exprimer, à dire oui, dans le monde politique, c'est vrai que les hommes, il y a des machos, il y a de la domination, il y a du sexisme et tout. Et donc, je vous fais une petit florilège de déclarations des femmes politiques après cette affaire Strauss-Kahn. Alors, il y en a une qui dit ce qu'elle a entendu un de ses collègues dire: la chasse, c'est comme les femmes, on regrette les coups que l'on n'a pas tirés. Une autre, députée socialiste, qui se trouve face à un élu qui lui dit: quand on est habillé comme ça, il ne faut pas s'étonner de se faire violer. Et puis une autre qui a été accueillie par un responsable, qui était une nouvelle jeune élue, qui lui dit: alors, où est-ce qu'elle va s'asseoir, la petite? Sur mes genoux? Alors, est-ce que... Je vous en donne une trash? Non, c'est pas convenable. Alors, on verra. Voilà. Et puis, je vais finir sur quand même un truc, moi, qui m'avait quand même un peu gêné. C'est à la fin de l'été 2011, où Martine Aubry avait été interrogée devant des camarades de télévision sur la différence entre elle-même et François Hollande, puisqu'on voulait savoir s'il y avait vraiment des programmes différents, enfin, pourquoi les deux, finalement, étaient candidats à la primaire. Et la réponse de Martine Aubry, ça avait été: je suis une femme. Comme si le fait d'être une femme lui conférait un avantage sur son adversaire. Et qu'est-ce qu'on aurait pensé si Hollande, interrogé pareil, avait répondu: ah ben je suis un homme? Immédiatement on aurait dit: par qui il se prend, est-ce que c'est supérieur d'être un homme, etc. Donc voilà. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'en est pas encore, disons, au dépassement des propos de Pierre Fontaine, de Pierre Desproges, qui sur scène, enfin la dernière fois qu'il était sur scène, c'était en 84 au Théâtre Fontaine, il disait: plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien, plus je connais les femmes, moins j'aime ma chienne. Ça, c'était, voilà. Et donc il y a toujours des résistances, c'est toujours d'actualité. Cela dit, malgré ça, moi je suis quand même optimiste sur cette évolution des femmes et de la politique, et sur leur place, et sur ce qu'elles vont conquérir. Alors je suis optimiste, disons un peu comme, je répondrai un peu comme, c'est Henri IV qui s'est marié pour la 4e fois, 4e ou 5e, je crois que c'est 4e, et donc un de ses amis qui s'étonnait, qui lui avait dit avec une certaine superbe: oui, une fois de plus, l'optimisme l'emporte sur l'expérience. Je trouve ça assez joli. Et je pense que de toute façon, maintenant, il y a des choses qui ne peuvent plus trop se passer, parce que Internet est partout, que dès qu'il y a un manquement, dès qu'il y a un truc pas bien, on le sait tout de suite, c'est tout de suite sur les réseaux sociaux. Et donc, il n'y a plus d'impunité comme ça, parce que ni vu ni connu. Il y a une répercussion, et que quand les choses... je dirais, vraiment insupportable, énorme,
Alors là, vous avez immédiatement des déferlements de critiques et autres qui font que, bon, il y a des gens qui commencent à faire un peu attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent, et que je crois que, bon, les femmes seront, je ne sais pas quand, mais en gros à égalité avec les hommes en politique, sans que, bon, ça prenne encore des centaines et des centaines d'années. Alors, je m'arrête là, parce que je suis un peu dépassée, je crois. Bien. Merci.